Sans plus tarder, nous allons inviter le premier intervenant, M. Alexis Richard Miayoukou, ancien parlementaire congolais sous la transition démocratique en 1992 et ancien conseiller du Premier ministre André Milongo. Monsieur Miayoukou, je vous invite à intervenir s'il vous plaît. Merci infiniment. En me proposant d'intervenir à cette conférence et en acceptant le thème que je vais avoir en charge, là, je me suis rendu compte que vous m'aviez condamné à repartir à l'école du diable. Parce que j'ai à traiter de l'historique du régime politique de Denis Sassou Nguesso. J'aurais voulu, à la fin, quand je pense, si je savais quelle émotion ça allait me faire, je me serais gardé de prendre ce sujet parce qu'effectivement, c'est un sujet qui annonce énormément la destruction d'un pays et qui explique encore aujourd'hui ce qui se passe et ce qui risque de se passer encore si on y prend garde. Alors, je voudrais donc commencer pour l'essentiel. Rappeler deux propos fondamentaux. On sait que l'histoire nationale, l'histoire du Congo-Brazzaville, a connu des moments, des glorieuses épopées. On pense à Kimpavita, on peut penser à André Grenard, mais qu'également, c'est une histoire qui a connu de douloureux événements. Et je rappellerai simplement que les échauffourées de 59 le témoigneront toujours. Alors, que cette histoire, ce passé, pèse sur son devenir, cela se conçoit et cela va sans dire. Cependant, c'est une histoire qui réellement trouve sa détermination après l'indépendance, notamment avec la fin précoce de la Première République. La fin précoce de la Première République engendre finalement, accouche d'une génération nouvelle d'hommes, d'ambitions, avec des ambitions diverses. C'est une fin de République aussi qui montre que nous allons rester dans un balbutiement institutionnel, que le Congo connaîtra désormais une marche à double vitesse. La marche d'abord pour chaque fois chercher les institutions qu'il faut, mais également la course effrénée d'hommes qui n'ont pour seul objectif que se servir au lieu de servir leur pays. Alors, cette évolution qui préfigure le Congo trouve toute sa réalisation en 68, et à partir de 68 s'inaugure l'étape qu'on va appeler la naissance de l'oblimétrie, c'est-à-dire l'oligarchie bureaucratique, militaire et tribale, qui va expliquer 72, c'est-à-dire la mort d'Ange Guevara, et plus loin, la mort de Marien Ngouabi. Je m'arrête là pour cette partie introductive, pour revenir à ce qui nous concerne. Sassou est effectivement le fruit de toute cette époque. Ce qui est très poignant, c'est que très vite, il arrive au sommet de la pyramide. Très vite. Il rentre à l'armée en 62, recruté en fin 61, il commence ses premiers pas à voir où il rencontre le général Bijard. Et ce qu'il garde du général Bijard, c'est l'homme, le Rambo Bijard qui admire. Ensuite, il passe en Algérie, en 62, pour sa formation militaire. Et il tombe dans une Algérie qui a vécu la guerre d'Algérie, donc des militaires, une armée qui a combattu dans le cadre du Front National de Libération Nationale, de FNL, d'Algérie. Donc le voilà, ce monsieur qui rentre dans l'armée, il rentre dans une armée avec deux exemples au départ, Bijard et puis l'Algérie, là où il trouve des militaires qui sont finalement reversés dans l'armée active, mais qui ont combattu, qui ont été des guerriers, qui ont combattu contre la puissance coloniale. Et ces deux expériences vont beaucoup influer sur ce qu'il va choisir de faire après. Alors, lorsque, en 68, un groupe factieux se décide de prendre le pouvoir, Sassou Nguesso, qui a commencé à faire ses premiers pas auprès d'anciens, c'est pourquoi d'ailleurs
il va vite prendre le pseudo, on va le qualifier de renard, parce qu'il va régulièrement savoir faire bon usage des techniques du renard, la ruse du renard, donc il ne se démasque pas. Il rentre dans l'armée, il commence en 68, parce qu'en 68, il a réussi à intégrer les structures du MNR naissant. Il est parmi les 37 membres, et il est parmi les militaires les plus engagés dans l'armée congolaise. Cependant, il garde une haine atroce contre ses frères d'armes, qui ont une autre carrière que lui, parce que sa carrière est courte, sa formation militaire est très courte. Il est officier de réserve quand il sort à 6 mois d'Algérie, il est officier de réserve. Et quand il sort officier de réserve, il y a d'autres officiers congolais qui sortent de Saint-Cyr, les Saint-Cyriens, on va appeler, il y a un lot de militaires congolais qui sortent de Saint-Cyr, qui ont fait des grandes écoles militaires. Et il est très jaloux de cela. Je voulais vous signaler que c'est... Aujourd'hui, on peut s'en émouvoir, mais en 1960, quand on rentre à l'indépendance, l'armée congolaise compte à peine 128 militaires. 128 militaires, parce que l'armée congolaise est une composante de l'armée de l'AMF. Enfin, les Congolais font partie de l'armée de l'AMF. À l'indépendance, il faut un recrutement. On recrute à l'indépendance parce qu'il faut créer l'armée nationale. Et en 1962, l'armée nationale atteint le chiffre de 630 militaires. Et dans les 630, il y a une quarantaine d'officiers qui viennent d'être recrutés pour être à la tête des troupes. Donc, de toute façon, ils fait partie des quarantaines d'officiers qui viennent d'être recrutés pour former la première armée nationale. Alors, sa carrière, à partir du moment où il n'est ni un officier d'école, à partir du moment où il n'est pas non plus le produit d'un système scolaire avancé, parce que ses études s'arrêtent au brevet d'études élémentaires, qui fait de lui donc un élève stagiaire enseignant. Lorsqu'il rentre dans l'armée, il est élève stagiaire enseignant. Voilà. Donc, Sassou Nguesso va tirer de toutes ces périodes plusieurs apprentissages. Le premier apprentissage, c'est d'abord que le pouvoir est au bout du fusil. Il fait cet apprentissage de l'appareil, le pouvoir est au bout du fusil, parce que Mouadi arrive, et plus tard, il écrase Diawara, et plus tard, en appliquant, il participe énormément à l'élimination de son président, en fait, son mentor, Marien Mouadi. En 1997, il applique les mêmes méthodes, il sait que le pouvoir est toujours au bout du fusil. Et comme vous le verrez, il n'a jamais fait une élection, il n'a jamais participé à une élection. C'est un produit d'un régime autocratique. Son régime est un régime autocratique. C'est un régime qui se caractérise par les pouvoirs absolus autour d'un homme. C'est un régime aussi qui se caractérise par des aspects répressifs. Alors, il concilie en ce moment-là les expériences de Pinochet, mais également il pioche beaucoup chez Staline, notamment le culte de la personnalité. Sassou Nguesso, au nom de cela, va progresser de bonne façon dans l'armée, au sein de l'armée, mais surtout par l'élimination de ses adversaires. C'est une autre malice et une technique qu'il a bien compris que pour avancer, il faut éliminer. Et progressivement, il a éliminé ses adversaires. Les gens de sa génération, lorsqu'ils fondent le comité militaire du parti, sur les 11 militaires du comité militaire du parti, il y en a 2 jeunes, Anga et puis Chiba, qui sont des nouveaux, mais les 9 autres sont des gens qui ont été avec lui dans un décret qui est publié en 1963. Vous avez un décret qui félicite les officiers de l'armée pour leur participation à la Révolution. Il y a 22 officiers. Dans les 22 officiers, vous avez les 9 du comité militaire du parti là-dedans. Vous avez les 3 futurs présidents, c'est-à-dire Mouabi, Yombi et lui-même Sassou. Vous avez tous ceux qui sont morts du coup d'État. Vous avez Kiganga, Kikadidi ou Kimulakaya. Dans ce décret sur les 22. Et le président du Soudan, à l'époque, jeune étudiant, me disait qu'il avait pris ce décret parce qu'il avait vu dans ces jeunes des velléités putschistes. Et qu'il avait proposé au président Massamba Deda d'élever ces jeunes au rang de mérite congolais, dans l'ordre du mérite congolais, parce qu'il pensait ainsi qu'il allait réhabiliter chez eux l'éthique du militaire.
22, en 63, c'est tracé l'histoire de la République dans un décret en 63. Donc c'est une histoire annoncée. L'histoire de Sassou Nguesso est une histoire annoncée. Alors, je ne voudrais pas rester davantage autour de ce papier parce qu'on pourrait revenir sur certains points, mais retenez simplement que dans sa stratégie, il y a au moins 5 variantes qui n'ont pas changé. La première, c'est pour conserver le pouvoir, il faut l'instabilité institutionnelle. Donc Sassou n'a jamais respecté un texte. Et je crois qu'un collègue qui fera une intervention sur ces questions reviendra sur ça. La deuxième chose chez Sassou, c'est le non-état de droit. C'est-à-dire que Sassou n'a jamais vécu dans un contexte d'état de droit. Il n'a jamais, sauf la conférence nationale, mais il n'a jamais connu un contexte d'état de droit. La troisième variable chez Sassou, c'est toujours l'instrumentalisation de l'ethnie. Il semble qu'il avait très mal vécu la guerre de 59 et que depuis, il se proclame toujours comme le digne réparateur du tort commis par Yulu sur Opango. Alors, donc, troisième instrument, l'ethnie. Quatrième instrument, et là l'histoire le montre également, qu'il frappera toujours. Il utilise la violence à des fins personnelles. L'État, c'est lui. Et c'est une constante. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et la cinquième variable qu'il faut toujours avoir à cœur, c'est que Sassou fonctionne dans l'accaparation des biens. Le monopole d'exercice du pouvoir économique. Il n'accepte pas l'existence des forces autonomes. Alors, on va dire comme ça, mais il y a d'autres variables. Hein. J'aurais pu parler de la problématique des hommes en fer. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Pourquoi il s'arrête jamais? Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? C'est une grande question. Donc, il a d'autres valeurs qui l'accompagnent dans son combat. Elles sont en phase spirituelle, anthropologique, ethnologique même, parce qu'il ne connaît pas ses parents, il ne connaît pas son père. Tout le monde sait qu'il célèbre Maman Mwale, mais il n'a jamais célébré le papa Sassou. Il ne s'appelait pas Sassou Nguesso. Tous les décrets militaires jusqu'en 1975 parlent de Denis Sassou. Après 1975, il devait Sassou Nguesso. Ça s'explique. Il y a après la maçonnerie. Après, vous avez tout ce qu'il y a autour. Il y a les relations des réseaux Franc-Afrique. Mais je crois que ce n'était pas nécessaire de venir en détail sur ces questions. Je m'étais donné comme propos de tracer d'abord la quintessence et l'essence même de son régime et soumettre le reste au débat. Merci beaucoup. À moins que Maître Rico ait quelque chose à rajouter à Maître Collard. Excusez-moi. Je suis très honoré, c'est lui qui perd. Alors, donc je disais que... Il va y gagner des emmerdements, c'est sûr. À moins que Maître Collard ait quelque chose à dire, on va... Non, je crois que... il faut qu'on essaie de respecter le temps, parce que vous savez qu'on doit rendre la salle à un moment donné. On ne peut pas dormir ici. Il y a que les députés qui dorment à l'Assemblée. D'accord. Même pendant les séances. Donc on va ouvrir une série de questions de 2 intervenants, s'il vous plaît. Questions courtes, 2 intervenants. Oui. Chaque fois sur... oui, deux intervenants. D'accord. Alors, donc, s'il vous plaît, une question courte. L'intervenant devra faire une réponse courte, en sachant que Sassou Nguesso est un personnage qui, depuis un peu plus de 30 ans, est au sommet de l'État. On ne peut pas en 10 minutes décrire en détail toute son activité. Donc,